présentation sera entièrement dédiée à la finance islamique, avec les représentants du MOULA qui vont essayer de partager avec vous notre expérience à implémenter la finance islamique dans notre pays ici et au Maroc, pourquoi ça a marché, quelle est la valeur ajoutée par rapport à la finance traditionnelle, quel est notre feedback par rapport à ça. Il y aura une intervention de l'intervenant local de Rouen, professeur Ali Alami, qui va partager avec vous son expérience personnelle pour l'implémentation de la finance islamique dans un contexte local 100% marocain. Mon collègue Arabi Mouchahine a fait la présentation tout à l'heure, il sera là pendant la session des débats de clôture et je vous laisse entre deux. Bon, main. Sur les questions. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Alors, je remercie Bloomberg pour cette initiative d'inscrire dans son Focus Day donc une session dédiée à la finance islamique. C'est à la fois, ils ont le mérite, il y a une opportunité, mais il y a aussi une conviction. Il y a un travail qui a été réalisé depuis pas mal d'années par Bloomberg sur la partie finance islamique, notamment en développant un module qui vous a été présenté tout à l'heure, je pense, c'est le modèle ISLM. C'est une première en termes de structuration, il y a en termes de structuration, en termes d'information financière. Donc je les remercie pour cet effort, je les remercie également pour l'intérêt qu'ils accordent, parce qu'ils nous ont consulté assez souvent, aussi bien pour avoir des informations, pour sonder un peu le marché, pour voir les besoins, pour adapter s'il le fallait leurs produits. Donc ça, je tenais à les remercier et je remercie également de nous avoir associés à cette journée. Alors, on m'a demandé aujourd'hui de parler de la gestion conforme à la charia des fonds actions, parce que bon, il y a un certain nombre de sociétés de gestion, de traders, qui sont du domaine bancaire. Je vais orienter ma présentation en rappelant très rapidement l'historique d'évolution, donc certainement des choses que vous savez déjà. Ensuite, je parlerai des principes de la finance islamique. On verra que, indépendamment de l'appellation islamique ou autre, ou alternative, participative, ce que vous voulez, la finance est basée sur un certain nombre de concepts qui sont des concepts de bon sens, des concepts d'abord d'éthique, de bon sens, de logique, et il y a toujours, je dirais, des arguments à la fois logiques mais économiques derrière. Donc là aussi, on ne va pas revenir sur les appellations comme certains ont l'habitude de faire, est-ce que c'est les participatives islamiques ou je dirais alternatives, appelons-la comme on veut. L'essentiel c'est de voir ce qu'il y a derrière, de voir quels sont les principes, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette finance. Ensuite, je ferai un zoom sur la gestion des fonds actions, des fonds de manière générale. Comment sont gérés les fonds, sur quoi on se base pour dire qu'une société est conforme à la charia, n'est pas conforme. Qu'est-ce qu'on retient comme critère de sélection? Là aussi, un certain nombre de questions se posent. Quand vous avez à investir dans une action, qu'elle soit cotée ou que ce soit non cotée dans le cadre de fonds de private equity, la question qui revient le plus souvent, est-ce que cette société est conforme à la charia? Est-ce qu'on va la retenir, l'intégrer dans l'univers d'investissement ou pas? Il y a un certain nombre de règles. Certains vont vous dire le 100% islamique n'existe pas, puisqu'une société, quelle que soit sa nature, a soit un excédent de trésorerie, sans besoin de trésorerie, dans tous les cas de figure, elle a soit des produits financiers, soit des charges financières dans ses comptes, et donc, je dirais, déduction, c'est des produits de riba, donc on écarte cette société. C'est un peu, je dirais, trop simpliste comme raisonnement, et on va voir qu'il y a un certain nombre de règles, il y a un certain nombre de ratios qui ont été définis, il y a des filtres, et sur lesquels on se base, et bien évidemment, ces filtres-là sont des filtres qui ont été validés par les comités charia. On touchera un petit mot sur le comité charia, ou le mode de fonctionnement des comités charia, sur la purification, ce qu'on entend par purification, et on conclura par, je dirais, un peu quelques clins d'œil au contexte local. Et si j'ai bien compris, après il y a des questions-réponses. Donc je vais essayer de ne pas être trop long sur la partie présentation pour laisser un peu la place aux questions. Et également, on demande d'explications et je ferai mon mieux pour essayer d'y répondre. Alors, tout d'abord, quand je m'excuse d'abord pour les gens qui sont initiés, donc il y a un peu de redondance en ce qui savent, c'est juste des rappels, une baby de donc c'est des choses qui sont vraiment peut-être évidentes, mais
en essayant de comprendre c'est quoi cette finance islamique et quelles sont les différences par rapport à la finance conventionnelle, le commun des mortels ou le financier lambda se trouve confronté à un certain nombre d'interrogations. Déjà, on se pose la question, quelle est la différence? Est-ce qu'il y a réellement une différence entre les principes, les fondements, les produits de la finance conventionnelle et de la finance islamique, ou c'est tout simplement un maquillage, de la cosmétique marketing, et on est en train de changer, de jouer sur les termes. On va éliminer le taux d'intérêt et le remplacer par le taux de rendement, on va enlever intérêt de retard, on va le nommer pénalité de retard, on va essayer de jouer un peu sur les mots et dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, sans qu'il y ait vraiment de différence sur le fondement, sur les principes. On a entendu également dire, on se pose la question, la finance islamique est trop chère. En tout cas, les produits commercialisés sont trop chers. Et donc, au fait, ça pose un problème structurel. Là aussi, j'ai envie de dire, donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas vrai. On aura l'occasion d'y revenir, donc, notamment dans la conclusion et également dans les débats si vous le souhaitez. Alors, on parle également d'effet de mode. Là, on lit un peu le développement de la finance islamique actuellement à la crise économique. On dit si la finance islamique a démarré, c'est tout simplement s'il y avait une crise. Si on n'avait pas de crise, on n'aurait pas eu ce développement. On dit qu'il n'y a pas de 100% islamique. L'exemple ici est tout à l'heure sur une action, avoir une action à 100% islamique ou acheter des parts dans une société à 100% islamique, ça n'existe pas, et donc il faut qu'on élimine. Les marchés boursiers ne devraient pas exister. La plupart des fonds ne devraient pas exister. Et donc tout ça, c'est pas d'islamique, c'est encore une fois, on est juste dans le maquillage, dans le marketing. On peut également se poser la question, est-ce qu'on est en train de parler de finance éthique, finance islamique? C'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a une frontière? Pourquoi on l'appellerait éthique ou islamique? Dans certains pays, notamment la Malaisie, qu'on donne souvent comme référence de la finance islamique. Ce qu'il faut savoir, c'est quasiment les 3/4 de la finance sont conventionnels et le 1/4 est islamique. Et sur le 1/4, quand vous regardez les encours bancaires, vous allez trouver que 70% ou 75% des encours bancaires sont réalisés par des bouddhistes chinois. Tout simplement parce qu'ils ont trouvé un certain nombre de valeurs éthiques qui correspondent à leurs convictions. Alors, là aussi, quand on regarde l'autre extrême, on pense que la finance islamique c'est gratuit. Donc là aussi, on parle avec quelques personnes non financières, en disant il y aura des banques islamiques, ils disent c'est excellent parce que ça va être des banques qui donnent des crédits qui sont gratuits. Donc là aussi, je dirais, il y a une incompréhension, il y a des a priori, il y a un certain nombre de notions qu'on ne connaît pas. Alors, rajouter à cela, quand on pose la question, c'est quoi le halal, c'est quoi le haram, qui a le droit de faire une ftoua, c'est quoi une ftoua, est-ce qu'on sait ce que c'est, est-ce qu'il y a une distinction entre ftoua, je dirais, sur la partie des ibadat et ftoua sur la partie muamalat, est-ce que le ftoua est général ou bien est-ce qu'elle est locale? Donc là aussi, je dirais, on peut se poser 36 000 questions. On entend parler également des termes qui reviennent souvent, qu'on retrouve également, enfin, on aura l'occasion de le dire, dans l'amendement de la loi bancaire, en tout cas du projet d'amendement de la loi bancaire, on parle d'islamic window, donc c'est fenêtre islamique. Et c'est quoi une fenêtre islamique? On est dans une banque et en fait on va avoir une agence. En rentrant, on va vous dire si vous voulez l'islamique, vous tournez à droite, si vous voulez gérer du conventionnel, tournez à gauche. Donc c'est quoi ce window, c'est quoi cette fenêtre? Sachant que les fonds proviennent un peu de la même source, de la même poche, que la comptabilisation dans la tête de certaines personnes vont se faire de la même manière. Donc c'est quoi ce islamic window, cette fenêtre? Quelle est sa conformité d'un point de vue sharia? Et là aussi, on se trouve confronté à un certain nombre de termes, de produits qu'on entend. On entend le produit de Murabaha, Mudaraba, Salam, Istisna, des termes qui sous-entendent qu'il y a une appellation, ou un vocable arabe, sous-entend qu'ils sont conformes à la sharia. Mais on ne sait pas ce que c'est qu'un salam, on ne sait pas ce que c'est qu'une mouchada comme on s'est appelé ça, on ne sait pas ce que c'est qu'un istisna, un salam, etc. Donc en d'autres termes, quand on est observateur, qu'on n'est pas dans le monde, qu'on n'est pas initié, on a un certain nombre d'interrogations. Quand on est également géré dans le monde bancaire financier, donc on maîtrise la partie conventionnelle et on a quelques idées où on a entendu ou lu quelque part qu'il y avait ces produits conformes sharia, mais sans rentrer vraiment dans le détail et sans savoir ce qu'il y avait derrière. Et très souvent, là aussi c'est un peu le côté nature humaine, on a tendance à vouloir prendre des raccourcis. Et ces raccourcis-là, qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, de dire de toute façon c'est très simple, c'est la même chose, de toute façon il n'y a pas d'islamique à 100%, c'est un effet de mode. Donc alors, l'idée aujourd'hui, donc l'un des objectifs, c'est d'essayer tout simplement
revenir sur un certain nombre de notions, de dire qu'il y a un fondement. Ceux qui pensent que la finance islamique c'est une finance où on a supprimé le taux d'intérêt, j'ai envie de dire qu'ils n'ont pas compris grand-chose. Ceux qui pensent que la finance islamique c'est une finance caritative, c'est-à-dire on distribue des produits gratuits, n'ont pas compris grand-chose. Donc là aussi, ceux qui pensent que la finance islamique c'est tout simplement une finance qui date de 14 siècles et qui est vraiment dépassée, qui ne peut pas répondre aux exigences et aux besoins actuels, n'ont pas compris. Donc là aussi, ce que je vous demanderais de faire, si vous voulez bien, c'est d'essayer de faire un peu abstraction du référentiel conventionnel et de se placer d'un point de vue, je dirais, non financier, pour essayer d'avoir un jugement qui soit neutre et un jugement qui soit pertinent. Alors, l'historique et l'évolution, juste pour situer un peu le démarrage de cette finance islamique, juste avant de passer, juste une chose, là aussi, très souvent, et là aussi, on le trouve aussi bien dans des présentations, dans des livres, dans des articles de journalistes financiers ou économiques, on cherche à comparer la finance islamique ou l'économie islamique avec la finance ou l'économie conventionnelle. Là aussi, j'ai envie de dire, et je m'expliquerai tout à l'heure, on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer une finance qui a plus de 3 siècles et demi, 4 siècles, avec une finance qui, on va le voir, même si elle a démarré dans les années 60, n'a réellement plus de quinzaine, une vingtaine d'années. Donc comment voulez-vous comparer, je dirais, une finance qui a une certaine maturité? On la compare en termes de volume, en termes de maturité, en termes de process, en termes de réussite, etc., en termes de potentiel de croissance. Je pense que là aussi, le bon sens veut que quand on veut comparer de grandeur, de notions, il faut qu'on se base quasiment sur la même base ou le même référentiel pour qu'on ait quelque chose qui soit comparable. Alors, l'historique et l'évolution. La finance islamique, les premiers modèles de théorie économique ont réellement démarré dans les années 50 avec un certain nombre d'ouvrages académiques. On va en citer quelques-uns, notamment de Michal, un Égyptien, qui par la suite va donner naissance à la première expérience en finance islamique en 1963 en Égypte. Donc les premiers modèles théoriques d'économie islamique ont réellement démarré dans les années 50, même s'il y avait quelques articles qui dataient, ou quelques papiers de recherche qui dataient des années 20 et des années 30. Ensuite, la décennie suivante, c'est-à-dire les années 60, ont été marquées par 2 expériences. La première expérience, c'est une expérience qui est malaisienne en 62. Les Malaisiens ont développé un fonds d'épargne hedge qui permettait aux gens d'économiser, d'épargner. Les fonds étaient placés de manière, on va le voir, conforme sharia, c'est-à-dire selon un certain nombre de principes, et permettaient aux gens, de faire fructifier leur épargne et arriver à un certain seuil, on restitue à la personne, le montant avec les rendements que ça a généré pour qu'il puisse faire son pèlerinage. Donc c'est une expérience qui a très bien réussi, qui fonctionne toujours, donc, et ce fonds existe encore aujourd'hui. La deuxième expérience qui s'est faite quasiment au même instant, c'est l'expérience qui a été menée par Mohamed Najjar, donc un Égyptien qui avait fait sa thèse doctorat à Cologne, ou à Stuttgart, et qui s'était inspiré des banques, ou je dirais des banques sociales, ou des banques participatives en Allemagne, et il a essayé de monter à peu près le même concept en Égypte, à Mitterrand. Donc c'est une expérience qui a trop bien marché, qui a été victime de son succès, tout simplement, je reviens dans les années 60, Najjar faisait partie des frères musulmans, on est dans l'époque de Jamal Abdel Nasser, donc le schéma est en train de se répéter aujourd'hui, et donc je dirais victime de son succès, tout simplement l'expérience a été stoppée net, sachant que il avait pu quasiment générer des dépôts et un encours qui était très important à l'espace quasiment d'1 an et demi ou 2 ans. Donc c'était les 2 premières expériences, disons que je dirais des premières institutions financières islamiques. Ensuite, il y a eu les premières banques islamiques, donc la première banque islamique de développement en 73, donc c'est la réunion des banques en 75, et la Dubai Islamic Bank, et ce sont, je dirais, les 2 premières banques islamiques réellement. Il y avait également une conférence d'économie islamique en 76, AMCA, et la première compagnie de Takaful a été créée en 79 au Soudan. Les années 80
ont été marquées par la création de plusieurs petites banques islamiques et également gérées par des groupes qui se sont formés, avec également la particularité que 3 pays ont décidé de basculer d'une économie et une finance conventionnelle à une économie et une finance quasiment islamique. Il y a 3 cas, Iran, Soudan ou Pakistan. Et c'était des expériences, j'ai envie de dire, en tout cas pour Iran, c'est Iran, donc je ne peux pas dire grand-chose. Soudan, ça fonctionne toujours. Pakistan, ils ont dû revoir un peu leur stratégie et adapter et ont autorisé également des banques conventionnelles quelques années après. Alors, les années 90 ou la décennie 90 a été marquée par, j'ai envie de dire, un peu de maturité, puisqu'on s'est aperçu que pour faire fonctionner des banques islamiques, il fallait avoir des cadres comptables, des cadres prudentiels. Et on a commencé à avoir un certain nombre d'associations qui se sont créées, notamment l'AOFI. L'AOFI qui a été créée à Alger en 1991 et qui a son siège à Bahreïn est une association, je dirais une organisation, pardon, qui a pour charge d'édicter ou de mettre en place les normes sharia et les normes comptables pour les institutions financières islamiques. Donc ils ont édicté un certain nombre de normes et ils sont actuellement suivis par un certain nombre d'institutions. Certains s'en inspirent, d'autres suivent un peu les normes de l'AOFI. Les années 90 ont été également marquées par l'intérêt de milieux académiques occidentaux. Il y a un forum qui se tient toujours, je dirais, chaque 2 ans à Harvard, qui est l'Islamic Finance Forum, qui est très connu, dans lequel sont invités à la fois des personnalités du monde financier, mais également un certain nombre de jurisconsuls, donc le LMA, Sharia, le FER, qui viennent exposer et gérer leurs travaux, qui viennent exposer également leur expérience et exposer les principes de la finance islamique. Alors, la fin des années 90 a été également l'occasion de focaliser sur les problématiques de contrôle, puisque on a un système bancaire, on a un système financier, bien évidemment, il faut mettre en place tout ce qui est réglementation prudentielle, contrôle, cadre législatif, et essayer bien évidemment d'harmoniser tout ça. Les années 2000, on est passé à l'innovation, l'ingénierie, le produit financier, avec comme leader la Malaisie. Et on a initié, donc la première opération en fait en réalité a été initiée en 90, la première émission de Soko par Shell en Malaisie. Et ensuite on a eu quasiment presque un passage à vide jusqu'au milieu des années 2000, 2003, 2004, on a eu des émissions de Soko souverain. Et depuis, le marché a quasiment, j'ai envie de dire, augmenté de manière exponentielle jusqu'en 2007-2008 où il y a eu une baisse avant que ça ne reprenne. Et actuellement, c'est l'un des marchés des capitaux, l'un des marchés en finance islamique qui augmente, ou qui augmente le plus rapidement, qui a un taux de croissance le plus élevé, et également qui a une marge de manœuvre très importante et qui intéresse aussi bien les institutions financières que les souverains. Alors, toujours dans les années 2000, création d'un certain nombre d'associations. Il y a l'IFSB qui est basé à Kuala Lumpur, a pour principal objectif d'édicter la réglementation prudentielle. C'est un peu l'équivalent du comité de Bâle, mais pour les institutions financières islamiques, puisqu'il dédicte un certain nombre de règles, de bonne gouvernance, les best practices, et là aussi, il s'inspire pas mal des recommandations de Bâle 2. Le CIBAFI, c'est basé à Bahreïn, qui était la promotion. L'IFM, chargé du développement des marchés financiers et du marché interbancaire islamique. Et une agence de notation, IRA, et le Liquidity Management Center, donc à Bahreïn, chargé de dynamiser un peu le marché interbancaire. Alors, si on regarde ces 5 décennies, les années 50, premiers travaux académiques, les années 60, 2 expériences, une en Égypte, l'autre en Malaisie. Les années 70, première création de banque islamique, la Banque islamique de développement et la Dubai Islamic Bank. Les années 80, on commence à créer un certain nombre, de banques. 90, on commence à réguler, à réglementer, à mettre en place des organes de contrôle de régulation. Les années 2000, l'innovation. Donc, si on regarde de près les premières créations des banques dans les années 80, fin des années 80, début 90, vous savez très bien quand on crée une banque, pour qu'elle devienne réellement opérationnelle, il faut qu'elle ait son réseau
d'agences, il faut qu'on mette en place des procédures, qu'on puisse recruter. Il y a tout un certain nombre, je dirais, de choses à mettre en place, que la banque réellement ne fonctionnera qu'après 5, 8, 7, 10 ans. Donc ces banques-là, quand on dit que la finance islamique a 30 ans, 40 ans, moi je ne suis pas très convaincu, puisque réellement, elle n'a démarré qu'au milieu des années 90. Quand on regarde le marché des SOCO qui a été évalué en 2012 à 144 milliards de dollars, en augmentation de 50% par rapport à 2011, et qu'on prévoit également à 140 vers 150 milliards en 2013, c'est un marché qui a réellement démarré en 2003-2004 avec les émissions souveraines, notamment gérées aux Émirats. Et ce marché-là est en train de se tester. On est en train de faire, disons, les SOCO pour l'instant c'est un produit structuré. Il y a plusieurs façons de structurer ce mode de financement. Et on n'est pas encore arrivé à bien maîtriser à la fois les risques, mais également les produits eux-mêmes. Donc, marché des SOCO, qu'on donne un exemple actuellement, et tout le monde veut faire des SOCO, toutes les banques centrales, tous les pays, toutes les grandes entreprises, c'est un marché qui a moins de 10 ans au niveau national, international. Quand on parle des banques islamiques, ce sont des banques qui ont été créées dans les années 80, milieu des années 80, mais qui n'ont réellement démarré que dans les années 80, 90, 92, et encore où la partie réglementaire prudentielle n'a vu le jour qu'au milieu des années 90. Donc on est en train de parler d'une finance qui est encore très jeune. Si on passe au marché des capitaux, je dirais elle est encore à l'état embryonnaire. Les marchés qu'on a actuellement, enfin je toucherai tout à l'heure un petit mot, on a un marché des capitaux islamique qui va s'organiser de la même manière que les marchés des capitaux conventionnels qu'on connaît, avec à peu près les mêmes acteurs, sauf qu'ils sont islamiques. On a les mêmes compartiments, sauf qu'il y a des compartiments qui sont quasiment, je dirais, les volumes vont être très réduits, notamment les islamic bonds. Les islamic bonds, ce n'est pas les SOCO, c'est des produits qui existent en Malaisie. On va voir que les produits, en tout cas qui sont commercialisés, sont des produits qui l'ont été il y a très récemment, fin des années 90, les années 2000. En Malaisie, on va trouver des produits qui sont des alternatives, par exemple, pour repo. On va trouver des alternatives au forward. On va trouver des alternatives au swap. On va trouver des alternatives aux produits dérivés, qu'on appelle dérivés islamiques. Je ne rentre pas dans la conformité à la charia de ces produits-là, parce que bon, ce n'est pas ma spécialité, je ne suis pas qualifié pour ça. Mais indépendamment du fait de savoir est-ce qu'ils sont conformes, non conformes, est-ce qu'il y a, unanimité sur leur conformité ou pas, c'est tout simplement un marché qui est en train de se créer, qui est en train de se tester, qu'il faut adapter à certains produits qui devraient être réaménagés, d'autres qui doivent disparaître, et d'autres qu'on va tout simplement innover. Alors, résumé de tout ce que je viens de dire, mon idée est très simple, c'est un marché qui est encore très récent, aussi bien bancaire, donc qui date, je dirais, de 2 décennies, notamment, ou de 2 décennies et demie. Sur le marché des capitaux, moins d'1 décennie. Et sur la partie marché des capitaux, je dirais la partie innovation financière, c'est encore, je dirais, plus récent, puisque le marché le plus développé actuellement, c'est celui de Kuala Lumpur. Les autres, ils observent, ils attendent, ils valident, et ils se concertent entre eux. Un petit mot sur la taille de l'industrie. Donc là aussi, on peut avoir quelques chiffres qui divergent de ce que je projette. Ça dépend, je dirais, des fournisseurs d'informations, des sources qu'on retient. Disons que la taille de l'industrie est évaluée à peu près à 200 milliards de dollars en 2012. Certains parlent, je dirais, de 1800 milliards à horizon 2015. On ne peut pas rentrer dans les prévisions. Disons qu'on est environ à entre 1000 et 1300 milliards de dollars. Le taux de croissance observé sur les 6 dernières années a été de 20%, sachant que c'est une année où il y avait la crise financière. Donc, si on voulait corriger de la crise, le taux serait, je dirais, un peu plus élevé. D'après The Bunkers, il y a 716 établissements dans 75 pays en 2012, dont 511, disons 500 qui sont à 100% chez la compagnie. En 2012, quasiment presque les 3/4 des institutions financières islamiques ont vu leur actif augmenter. Quand on s'intéresse à la répartition, je dirais, de ces 1200 milliards, qu'on essaie de voir déjà par pays, il y a à peu près 400 milliards qui viennent de l'Iran, puisque dans les statistiques, on suppose que l'Iran, c'est une économie, je dirais, quasiment à 100% islamique.
peut avoir des réserves, je ne vais pas rentrer dans le débat. Ensuite, il y a l'Arabie Saoudite et il y a la Malaisie, suivi des Émirats. Sur les 1200 milliards, là aussi, quand on regarde un peu la décomposition, 93% de ces 1200 milliards viennent des banques. Et pour revenir à ce qui nous intéresse, on va voir que sur la partie fonds, le montant des fonds islamiques est d'environ 60 milliards, c'est-à-dire moins de 3% gérés de l'industrie financière islamique. Si on veut être pessimiste, on dira que c'est trop peu, c'est négligeable. Si on veut être optimiste, on dira qu'on a une très grande marge de manœuvre. Alors, les principes de la finance islamique. Donc, encore une fois, l'idée, c'est pas de rentrer un peu dans la terminologie. Je veux juste qu'on se positionne un peu sur la partie principe, fondement, sur le caractère logique et économique. Mais, donc déjà, quand on se pose la question, c'est quoi cette finance islamique? Et moi, j'ai fait un peu l'expérience de poser la question à un certain nombre de personnes, juste pour avoir un peu un sondage informel. J'ai toutes les réponses. Franchement, toutes les réponses, et au fait, on s'aperçoit que gérer, même au niveau des banquiers, et même au niveau gérer des banquiers chevronnés, on ne sait pas ce que c'est que la finance islamique. Même quand on a une définition qui est à peu près, je ne dirais pas que c'est pas maîtresse, on pose la question, est-ce que vous savez ce qu'est un contrat de Salam? Un contrat de Molabaha, on dit oui, c'est ce qui est fait par une filiale d'une grande banque, c'est pas ça un contrat de Molabaha. Donc quand on dit c'est quoi un contrat, on a entendu parler d'un sukuk, c'est quoi un sukuk? Une obligation islamique. C'est tout sauf une obligation islamique. C'est pas du tout une obligation islamique. On vous dit de toute façon, il y a un ou deux types de sukuk. J'ai envie de dire, ce qui est recensé par la office, à peu près 14 types de sukuk. Mais en fait, la liste n'est pas limitative. On peut avoir des sukuks hybrides, on peut combiner comme on veut. Les sukuks, c'est la structuration. La structuration n'a de limite que l'ingéniosité des ingénieurs financiers et bien sûr la conformité à la charia de ce qu'on propose. Donc cette finance islamique, c'est quoi exactement? Alors, très rapidement, c'est un graphique juste pour qu'on situe un peu, et pour revenir sur un terme, donc, quand on parle d'islam, on parle de l'aqida. L'aqida, c'est, disons, une relation verticale qu'a chacun, c'est la foi, donc ça, on ne va pas entrer dans le détail. On a un côté qui est sharia, et dans le sharia, on va distinguer en ce qu'on appelle faire les ibadat, ce qui concerne salat, zakat, etc. Donc là aussi, ça nous concerne. Faire mu'amalat, et c'est là où on va distinguer la partie, je dirais, d'économie, dans laquelle on a ces banques, cette finance, je dirais, islamique. Donc juste pour situer un petit peu, je dirais, quand on parle de finance islamique, où se situe cette banque. Et on a une composante qui est encore, je dirais, très importante, qui est l'akhlaq. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait dit Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. L'akhlaq, j'ai envie de dire, c'est transversal. Et cette akhlaq, cette partie éthique, cette partie morale, c'est ce qu'on va retrouver quasiment dans tout. Et bien évidemment, ce qui nous intéresse ici, on va la retrouver dans, je dirais, la partie finance qui nous intéresse, appelée la éthique islamique, alternative, participative, qu'importe. Et c'est ce côté, je dirais, purement de l'akhlaq qu'on retrouve systématiquement. Alors, là aussi, si on s'intéresse un peu à ce qui guide la finance islamique, quel est l'objectif ultime? Il y a un intérêt. C'est pas l'intérêt, pas au sens trop d'intérêt, c'est l'intérêt au sens, je dirais, intérêt public, intérêt général. Petit clin d'œil à quelques cours que vous avez certainement suivis en microéconomie, on vous disait, c'est très simple, la théorie microéconomique des années 80 vous disait chaque agent doit maximiser son utilité, ou dans la théorie de Von Stern, son espérance d'utilité. Quand tous les individus maximisent leur utilité ou leur sphère d'utilité, ça conduisait à la maximisation de l'utilité générale, globale. Et on s'est aperçu que c'était complètement à côté de la plaque. Et il y a beaucoup de travaux de recherche dans les années 80-90 qui sont revenus sur la théorie de l'utilité sociale. C'est-à-dire qu'on cherche l'intérêt général. La somme des intérêts individuels n'est pas égale à l'intérêt général. Et donc là, c'est une notion, je dirais, l'intérêt général passe toujours avant les intérêts individuels, ou l'intérêt individuel. Donc ça, c'est une notion qui est très importante. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que ça permet
comprendre un certain nombre de produits. Ça permettra de comprendre certains principes, mais également de comprendre certaines interdictions. Donc là aussi, l'intérêt public ou l'intérêt général, c'est quelque chose, c'est l'objectif qui est recherché donc, dans cette finance islamique. Alors pour cela, là aussi avant de parler des principes, très souvent, certaines personnes présentent la finance islamique comme il est interdit d'avoir un taux d'intérêt, le riba, il est interdit d'avoir l'ara, il est interdit d'avoir le maïsiel, il est interdit de gérer du finesse, la thésaurisation. Donc ils présentent ça comme un ensemble interdit. En fait, c'est pas vrai, c'est une mauvaise présentation, parce qu'au fait, il faut voir gérer quels sont les principes. Une fois qu'on a édicté les principes, on peut s'attarder sur les exceptions, on peut parler des exceptions. Mais donc, les principes sont là. Le premier principe, c'est un principe de solidarité sociale. Donc là aussi, je parlais tout à l'heure de la théorie de l'utilité sociale, où on cherche à avoir la meilleure répartition possible des richesses. Là, on cherche à avoir une maximisation du bien-être social. Donc tout ça, c'est un principe qu'on retrouve, je dirais, depuis toujours, je dirais, en économie, en finance islamique, puisqu'on a un certain nombre, je dirais, de mécanismes qui permettent une redistribution des richesses, qui permettent d'atteindre un développement équitable. On cherche toujours, je dirais, le principe d'équité. On a des mécanismes qui sont, je dirais, communs avec la finance conventionnelle, mais également d'autres mécanismes qui ne le sont pas. Il y a tout ce qui est l'ORF, il y a la création de fonds de zakat, qui sont des fonds de solidarité. Donc ça, il y a tout un ensemble de mécanismes qui existent en finance islamique et qu'on ne retrouve pas forcément gérés en finance conventionnelle. Deuxième principe, c'est le principe d'équité. En économie islamique, par l'islam, on cherche bien évidemment l'équité, qui est un principe de base. En économie et en finance islamique, ce principe-là est très important. Là aussi, je reviens donc à la théorie microéconomique. Certains d'entre vous connaissent, je dirais, les optimums de Pareto. L'optimum de Pareto, c'est quoi? C'est quand il y a un gâteau, je prends tout, je vous donne rien. C'est un optimum de Pareto. Puisque la définition d'optimum de Pareto, quand on a deux individus, on ne peut pas diminuer l'utilité ou le bien-être de l'individu, on ne peut pas augmenter le bien-être de l'individu sans diminuer celui de l'autre. Donc si je prends tout le gâteau, vous voulez une part, c'est vrai que ça augmente votre bien-être, mais ça diminue le mien. Donc je vous donne rien. Et donc ça, c'est ce qu'on retrouve un peu géré au niveau de la finance conventionnelle, de la théorie microéconomique conventionnelle, où les optimums de Pareto sont admis, acceptés, et il y a une relation assez étroite entre les optimums de Pareto et la théorie de l'équilibre, et l'équilibre général. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est exclu, je dirais, en finance islamique. L'inéquité n'est pas acceptée. On cherchera toujours à ce qu'il y ait une équité entre les deux contreparties. Ça peut être dans un contrat, ça peut être également entre deux partenaires, ça peut être également entre plusieurs partenaires, ça peut être dans une relation entre banque et client. Troisième principe, qui découle un peu, j'ai envie de dire, de celui de l'utilité sociale, c'est les principes d'engagement éthique. Là, je reviens sur le côté de l'éthique de l'akhlaq. Donc, encore une fois, on ne va pas commercialiser, distribuer, vendre un produit qui ne répond pas à ce principe-là d'engagement éthique. Autre principe, c'est celui de partage équitable des risques. Donc là aussi, ça va être un sous-principe du principe d'équité. C'est que si on rentre dans une transaction, ben, tout simplement, je dirais, il faut qu'il y ait un partage de risques. Si vous voulez gagner de l'argent, ben, prenez un risque. Bizarrement, c'est un principe qui est revenu dans la théorie financière dans les années 70, sous plusieurs appellations. Donc c'est, en théorie de la finance, on parle d'absence d'opportunité d'arbitrage. C'est le principe d'absence d'opportunité d'arbitrage. On parle également du no-free-lunch. Et ce principe d'absence d'opportunité d'arbitrage, c'est ce qui a permis de développer toute la théorie des options. C'est pas qu'une chose, c'est le prix Nobel de pas qu'une chose et de Merton. C'est tout le pricing des dérivés, mais c'est également tout le pricing, je dirais, des modèles standards qui ont été revisités, notamment le CAPM, le MEDAC, l'APT, tout un ensemble de modèles financiers ou de modèles, je dirais, de théorie financière qui sont utilisés dans la gestion de portefeuille, qui sont utilisés dans un certain nombre de choses et qui ont été remis en cause puisque ce principe, on a revisité ce principe-là en disant si vous voulez prendre
un gain, va prendre un risque. No risk, no gain. Alors ça, c'est un principe également qu'on retrouve, je dirais, en économie islamique, en finance islamique, on appelle le donc c'est un certain nombre de principes qu'on trouve. Si vous voulez gagner de l'argent, prenez un risque. Autre principe de création de richesse, donc là aussi il y a une incitation très forte à l'échange, à l'investissement. L'investissement dans la sphère réelle, et non pas géré en termes de spéculation, en termes d'échange fictifs. On ne cherche pas à développer la sphère financière, mais on cherche à ce que les opérations financières soient adossées à des opérations commerciales. Bizarrement, c'est ce qui est revenu énormément, je dirais, pendant la crise de 2007, où on a reproché énormément, je dirais, à cette bulle financière, où les volumes traités dans la sphère financière représentent plus de 200 fois quasiment les volumes traités dans la sphère réelle. Principe d'adossement des transactions financières des actifs réels, donc là aussi ce qu'on disait, c'est-à-dire, je ne fais pas d'opération de spéculation en essayant de maquiller ça sous forme de contrat financier. Vous le savez certainement tous, un pari, les paris sont interdits, mais on peut trouver une alternative à travers, je dirais, un contrat de FRA, avec un contrat ISDA derrière, validé par Banque Morale sans aucun problème. Et pas uniquement Banque Morale, je parle également par la plupart des autorités de tutelle. Donc quand on veut faire un pari sur les marchés, c'est très simple de monter ça sous forme d'un contrat à terme, sous forme, je dirais, d'une option, et on peut faire gérer tous les paris qu'on veut. D'ailleurs, si vous regardez un peu les gérés aux États-Unis, vous avez un marché des options pour la NFL, un marché des options pour la NBA, des marchés d'options avec des options parfois qui sont assez complexes, gérées lors des élections américaines. Et au fait, ces options-là, c'est rien d'autre que des paris. Et pourtant, ils sont gérés, c'est un contrat géré aux normes ISDA qui sont signés, etc., validés, et qui sont tout à fait gérés légaux, puisque c'est à juste titre, un certain nombre d'économistes vous disaient qu'avec les options, on a tout simplement légalisé les jeux de hasard. Principe de propriété des biens échangés. Pas de vente à terme. Pas de vente à découvert. On ne vend pas quelque chose qu'on ne possède pas. Donc là aussi, ça permet tout simplement de sécuriser un peu la sphère économique. Donc, principe de transparence informationnelle. Donc là aussi, en finance islamique, on s'intéresse énormément à la transparence informationnelle dans les contrats entre les contreparties. D'ailleurs, je vous apprends rien, c'est le pilier 3 de BAL 2, de BAL 3, de Solvency 2. Donc tout ça, je dirais qu'on revient sur cette transparence informationnelle vis-à-vis à la fois de la contrepartie, mais également vis-à-vis du public, vis-à-vis, je dirais, quasiment de la communauté. Donc ce principe-là est un principe, je dirais, fondamental. Maintenant, les principes sont là, très rapidement. Principe de solidarité sociale, principe d'équité, d'engagement éthique, de partage équitable des risques, de création de richesses, d'adossement des transactions financières, c'est-à-dire, on revient un peu à la sphère réelle, propriété des biens échangés, principe de transparence informationnelle. Ça, ce sont les règles. Maintenant, il y a quelques exceptions. Des exceptions, c'est bien sûr, on ne va pas rentrer dans des activités qui sont qualifiées d'illicites, qui sont là. On y reviendra tout à l'heure dans la sélection d'actions. L'interdiction de riba. Le taux d'intérêt ou l'intérêt géré qui est généré n'est pas conforme, géré à CR. Il est vraiment interdit. On n'a pas le droit, de prêter un montant 100 et de récupérer 105. Ça, c'est interdit pas uniquement, géré en islam. Ça a été interdit également dans toutes les religions monothéistes. C'était quelque chose qui était, proscrite chez les Grecs, chez les Romains, quasiment de tout temps. Et au fait, l'intérêt tel qu'on le connaît actuellement n'a réellement, il a toujours existé, mais il n'était pas autorisé, bien évidemment. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire que l'intérêt n'a jamais existé, mais il a tout le temps été interdit. Et au fait, les premières pratiques un peu, c'était au XVIIe siècle, avec l'autorisation de l'Église en 1917. Mais l'intérêt a toujours été interdit. L'interdiction de Rala et de Meïsir. Meïsir, les jeux, Rala peut avoir deux sens. Le premier sens, disons, où on induit quelqu'un en erreur. Donc un ralo, c'est-à-dire on est en train tout simplement d'induire quelqu'un en erreur. Et cette, induire quelqu'un en erreur, on va la retrouver d'abord dans les contrats, on va la retrouver dans les produits, dans les échanges commerciaux. Le deuxième sens de Rala peut être dans l'incertitude excessive. Donc quand on a une incertitude excessive,
gérer, c'est considéré comme le ralage. Alors, là aussi, sans rentrer un peu dans le gérer d'un point de vue, j'ai avant ça, très logiquement, quand on s'intéresse d'un point de vue économique, quand je vous dis qu'il faut investir 100 dans un projet, il va vous rapporter 130 avec une probabilité de 80% et vous perdez votre mise avec une probabilité de 20%. C'est un projet qui peut être acceptable. Je mise 100, je récupère 130 avec une probabilité de 80%. Et quand je vous dis investissez 100 dans un projet, vous allez avoir 300 avec une probabilité sur 100 et vous allez perdre votre mise avec 99 chances sur 100. Économiquement parlant, ce n'est pas quelque chose qui se tient. Donc ici, quand on parle, bon, je vais pris des exemples un peu extrêmes, mais là aussi, l'idée c'est de dire quand il y a une incertitude qui est excessive, c'est considéré comme un ralage, et c'est interdit. Et c'est entre guillemets, c'est du bon sens, je dirais, économique et financier. Condamnation de la thésaurisation. Là aussi, la thésaurisation, c'est quelque chose qui est condamné en finance islamique. Dernier point, c'est la manipulation et la rétention de l'information. Donc, je dirais là aussi, quand on manipule de l'information, notamment par certains oligopoles, ou gérés par certains monopoles ou duopoles, on est en train de manipuler l'information tout simplement pour soit essayer de gagner plus, soit pour essayer d'induire les autres en erreur, soit pour essayer de gagner plus d'argent. Alors, ça c'est principalement, je dirais, ce que je voulais dire sur les principes, donc je vais passer rapidement sur ça. Très rapidement, si on veut synthétiser, donc cette économie, appelons-la islamique ou participative, est basée sur le principe de solidarité. On recherche un intérêt général, donc cette utilité sociale. Il y a la recherche du gain, donc bien évidemment, on incite à la création de richesses, donc on pousse la personne vers gérer le gain, et bien évidemment, on attend également gérer un gain dans l'au-delà. On a une vision d'investissement long-termiste, dans le sens où on encourage plus des investissements ou des transactions dans la sphère réelle plutôt que dans la sphère financière. On cherche à avoir un gain très rapide. Il y a un lien qui est très fort entre sphère financière et sphère réelle, puisque les opérations financières sont là pour matérialiser des transactions commerciales réelles, notamment l'adossement, des transactions à des actifs réels ou l'interdiction de réaliser des ventes à découvert. Et on encourage bien évidemment l'entrepreneuriat. Donc quand on va gérer ces principes-là, ce sont vraiment gérer des principes de bon sens qui vont dans un intérêt économique. Alors, je passe maintenant à la partie marché equity. Donc là aussi, quand on s'intéresse à l'organisation des marchés des capitaux islamiques, on retrouve à peu près, pour ne pas dire exactement, la même microstructure des marchés que dans le conventionnel. On a un marché d'equity, on a un marché de fixed income, certains y mettent les sokok, d'autres les mettent dans les structurés. On a un marché de structurés, et en Malaisie, on commence à avoir des dérivés islamiques. Encore une fois, je ne suis pas en train de valider les dérivés islamiques, je ne suis pas en train de dire que les dérivés islamiques c'est autorisé, c'est halal ou c'est haram, tout simplement juste pour dire que ça existe et qu'il y a un certain nombre d'efforts qui sont faits ou d'innovations financières, indépendamment de leur conformité ou pas à la charia. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc, c'est cette partie equity. Et comme je disais tout à l'heure, quand on regarde un peu la taille des fonds islamiques, ils avoisinent à environ 60 milliards, sachant que l'industrie globalement est à environ 1200 milliards. On a plus de 800 fonds qui sont comptés en charia en 2011, et ce qui représente 6% de l'industrie. On a un actif sous gestion qui a un taux de croissance annuel moyen d'environ 11% sur les 5 dernières années. On va le voir, les 5 dernières années ont été marquées bien évidemment par la crise. En fait, si on veut vraiment voir le taux de croissance réel à stock constant, il serait certainement beaucoup plus élevé. Et là aussi, même si je n'aime pas les comparaisons, les fonds islamiques, si on les compare aux 25 600 milliards de fonds conventionnels, ça représente à peu près 0,2%. Alors, ces fonds islamiques sont caractérisés, pardon, je vais y revenir, donc là c'est juste un graphique d'évolution du nombre de fonds.
Donc on est passé d'environ 400 fonds en 2005 à 800 fonds en 2010, donc il y a eu quasiment un doublement du nombre de fonds. On est passé d'un actif sous gestion de 34 milliards à 58 milliards en 2010, avec une crise, je dirais, de 2007-2008, où la valorisation, la valeur de marché du stock a nettement baissé. Et quand on s'intéresse également à la répartition par secteur, on a 40%, 39% exactement des fonds qui sont des fonds gérés actions, 15% qui sont dans les commodities, matières premières. On a du fixed income, notamment malaisien, pour environ 12%. L'investissement des fonds d'investissement, donc les OPCI, pour 10%. Du marché monétaire islamique pour 5,3%. Et dans Other, il y a un certain nombre de fonds qui sont propres à la finance islamique. Donc, si on devait résumer, donc les fonds islamiques qui représentent environ 60 milliards sont principalement dominés par des fonds actions. Alors, autre caractéristique, c'est que la plupart de ces fonds-là sont de petite taille, puisque il y a très peu de fonds qui dépassent 500 millions de dollars. Donc, il y a 22 fonds gérés, il y avait 22 fonds en 2010, et la plupart, ce sont des fonds qui sont de petite taille, donc qui sont, je dirais, la taille moyenne, je dirais, de 50 millions de dollars ou 60 et quelques millions de dollars. Donc ça reste quand même, en termes de gestion d'actifs, des fonds qui sont très 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 petits. En termes de fonds disponibles, on trouve principalement, je dirais, 6 types de fonds. Là aussi, c'est à peu près ce qu'on retrouve, je dirais, en finance conventionnelle, à une petite exception près. Il y a les fonds actions, donc les premiers. Il y a les fonds Sharia fixed income, donc qui sont des fixed income, donc c'est des obligations islamiques malaisiennes. C'est très particulier, ce sont des obligations qui existent uniquement en Malaisie, autorisées uniquement en Malaisie, mais qu'on ne trouve pas ailleurs. On n'a pas le temps d'entrer dans le détail. On a des ETF, des islamiques ETF, donc de la même manière qu'on a des ETF conventionnels, on a des islamiques ETF. On a également des